tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur The Acolyte. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu l'épisode 6 de la série. Cet épisode calme beaucoup son rythme par rapport au massacre de la semaine dernière, mais nous donne tout de même de nombreuses nouvelles informations intéressantes. À commencer par l'ouverture de l'épisode sur la planète Océan déjà aperçue dans les premiers épisodes. Cette planète ressemble beaucoup à Ahch-To, la planète abritant le premier temple Jedi et visible dans Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et l'Ascension de Skywalker, mais la créatrice de la série, Leslie Headland, a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'Ahch-To. De plus, nous y découvrons de petites créatures appelées Skura qui rappellent beaucoup le design des sirènes Sala de Ahch-To. Plusieurs éléments rappellent aussi Luke Skywalker exilé sur Ahch-To, comme ce plan d'Osha devant l'ouverture de la grotte, par rapport à Luke à l'intérieur de l'arbre qui abrite les textes sacrés des Jedi. C'est d'ailleurs à ce moment que Luke dit que les Jedi ne doivent pas revenir. It's time for the Jedi to end. Pour poursuivre sur les liens avec Luke, l'étranger dit cette phrase. Now you're wondering how I can read your mind. I can't. Not exactly. Your anger betrays your thoughts. En référence à la réplique de Luke Skywalker à son père Dark Vador dans Le Retour du Jedi. Your thoughts betray you, Father. I feel the good in you, the conflict. Il est aussi très intriguant de préciser via un texte que cette planète est inconnue. Son nom aura probablement une importance non négligeable dans les 2 prochains épisodes. Et à propos du nom de cette mystérieuse planète, une théorie est très intéressante. À la fin de l'épisode, Osha découvre que l'île ou ville étrangère possède des filons de cortosis, ce fameux métal capable d'absorber l'énergie, y compris celle des sabres laser, et de priver le porteur d'un casque en cortosis de ses sens pour se plonger dans la force. Et une planète océanique possédant du cortosis rappelle une planète de l'univers légende nommée Baldemnik. Baldemnik a été créé pour la série animée Clone Wars, mais c'est Arthur Papadam, sous le pseudonyme de Arf Maul, qui lui a donné toute son histoire grâce à What's the Story, une rubrique du Star Wars Fan Club website qui permettait à certains fans de laisser une trace dans l'univers étendu. Ainsi, Papadam a dérivé le nom de Baldemnik du mot condemn pour condamner, tout en le rapprochant de démonique pour démoniaque, suggérant que les habitants de la planète n'étaient pas aussi innocents qu'ils pouvaient le paraître. La première syllabe Bal est-elle dérivée du surnom d'un ami de Papadam, B. Daniel. Ainsi, dans Clone Wars, la Confédération des systèmes indépendants, soit les séparatistes, ont considéré que l'occupation de Baldemnik et de ses mines de cortosis était vitale pour l'effort de guerre. Dans le cadre de sa campagne visant à éloigner les forces de la République du Noyau, la Confédération descendit sur le monde océanique durant la 3e année de la guerre des clones. La force d'invasion ordonna aux Conmé, l'espèce indigène, d'exploiter les mines de cortosis, mais de petites poches de résistance se mirent en place contre les envahisseurs. Le Conseil Jedi envoya alors une force d'intervention dirigée par les chevaliers Jedi Alagad Ventor et Sha Kun pour enquêter et saboter l'opération de la CSI, mais ils ne trouvèrent que le chaos sur Baldemnik. En effet, les Conmé s'étaient soulevés contre les séparatistes en utilisant des armes de haute technologie. Baldemnik revient ensuite des années plus tard dans le roman Dark Plagueis, puisqu'en 67, avant la bataille de Yavin, Subtext Mining fournit au seigneur Dark Tenebrous des informations secrètes révélant l'existence d'importants gisements de cortosis dans l'écorce terrestre de Baldemnik. Tenebrous se rendit ainsi sur la planète avec son apprenti Dark Plagueis. Tenebrous attribua une signification particulière à cette mission, estimant que 2 seigneurs Sith exploitant du cortosis à l'apogée de l'ère de la règle des 2 représentaient la boucle de la boucle. Un cercle commençait avec Dark Bane qui s'était engagé sur la voie de l'obscurité dans les mines de cortosis d'Apatros un millénaire plus tôt. Mais les seigneurs Sith furent surpris par l'explosion provoquée par la percée d'un droïde dans une poche de gaz au fond de la grotte. Le plafond de la caverne s'effondra et le maître et l'apprenti utilisèrent la force pour éviter que de grandes plaques de roche ne tombèrent sur eux et leur vaisseau. Sentant alors l'occasion de détrôner son maître, Plagueis envoya des dalles de roche avec la force s'écraser sur Tenebrous, l'envoyant presque à mort et endommageant son vaisseau. Après un bref échange de mots, Plagueis brisa simplement la nuque de son maître. En fin de compte, la planète mystérieuse de The Acolyte ressemble beaucoup à Baldemnik, qui pour rappel n'existe pas encore dans l'univers canon. De plus, la façon qu'a eu Plagueis de tuer son maître n'est pas sans rappeler la mort de Yord Fandar dans l'épisode précédent, un brisage de nuque propre et rapide.
Je tiens aussi à souligner que nous connaissons l'espèce de Dark Plagueis dans le canon, c'est un Moon, tout comme dans le Légende, même si le seul visuel canon dont nous disposons en dit peu sur son apparence, mais Tenebrous, lui, est bien un site existant dans le canon, maître de Plagueis, mais nous ne connaissons ni son apparence, ni son espèce. Ainsi, Tenebrous est certes un Bith dans le Légende, mais pourrait très bien être différent dans le canon. De plus, si on se réfère à son âge légende, Tenebrous aurait entre 115 et 35 ans dans The Acolyte, un intervalle qui pourrait correspondre à notre étranger qui semble être un humain. Et je dis bien semble parce qu'il insiste quand même tout particulièrement auprès d'Osha sur le fait qu'il a été un Jedi il y a très longtemps. You speak as if you were a Jedi. I was. A long time ago. I've never heard of you. It was a really long time ago. Pour revenir rapidement sur le monde inconnu qui ressemble à Ahch-To, le tournage a été fait dans un décor réel sur l'île portugaise de Madère, au large du Maroc. Mais l'île a en réalité été utilisée pour plusieurs planètes de The Acolyte. En effet, Weda dans le premier épisode, ainsi que le pont de Kofar viennent également de là. L'étranger nous confirme bien que son casque fait de cortosis permet une privation sensorielle, un aspect nouveau pour le minéral. Il rappelle ainsi les casques utilisés par les Jedi pour se priver de certains sens comme la vue afin de se plonger dans la force, que l'on voit avec des initiés dans l'attaque des clones, mais aussi avec des casques de pilote dans Un Nouvel Espoir pour Luke Skywalker et dans l'Ascension de Skywalker pour Rey. Et les fentes qui servent Dieu pour le casque de l'étranger offrent une vue très réduite, logique quand le but est de se plonger dans la force. On peut donc penser que l'étranger a affronté les Jedi sur Kofar quasiment à l'aveugle. Pour en finir sur l'étranger, je vous parlais dans les dernières vidéos de la présence de symbolisme autour de Yin et de Yang, une imagerie issue du taoïsme qui représente le mal dans le bien et le bien dans le mal. On retrouve ici cette idée avec la tenue de Sol qui devient de plus en plus foncée alors qu'il était présenté comme le Jedi le plus solaire, désolé pour le jeu de mots, en comparaison d'un Kaimir habillé en noir jusqu'à maintenant, qui va se mettre à nu pour se plonger dans une eau calme comme purificatrice et en ressortir vêtu de blanc. Une petite partie de l'épisode se concentre sur Sol et Mahé en fuite de Kofar, et Mahé décide de reprogrammer le petit druide Pip afin qu'il lui soit obéissant. Et pour imager un druide reprogrammé, ses yeux deviennent rouges, une représentation que l'on avait déjà vue dans l'Ascension de Skywalker avec C3PO ou encore avec L0LA59 dans Obi-Wan Kenobi. En parallèle, nous suivons Vernestra Rwoh qui part enquêter sur la disparition de l'équipe de Sol sur Kofar. Sol a réussi à transmettre à Coruscant un message de détresse en utilisant le code d'urgence 0, une dénomination présente uniquement dans le jeu vidéo légende Empire at War. Si un vaisseau recevait ce signal, il devait immédiatement se détourner de sa tâche en cours et apporter son aide. Le code a été activé lors de la bataille spatiale de Kuat lorsque des vaisseaux de la rébellion ont attaqué un chantier naval au-dessus de la planète. L'activation du code a eu pour effet de détourner le destroyer stellaire Tyranny de son poste à Frezia où il avait été stationné par Dark Vador lui-même. Chantier de Kuat aux unités impériales. Nous sommes attaqués par d'importantes forces rebelles. À tous les vaisseaux, répondez. Code 0. Ici le Tyranny. Réponse au code 0. Vous interférez dans des plans établis par le Seigneur Vador lui-même. Nous retrouvons Vernestra Rwoh en discussion avec un sénateur de la République Galactique, un certain Izedwa Chewant, un Abednedo, une espèce que l'on avait déjà vue dans l'épisode 2. Un autre sénateur est mentionné avec Ryan Kurtz, mais ce personnage est aussi original. Le nom du sénateur, cependant, Izedwa Chewant, est en fait une inspiration du titre So What I Want du groupe de hip-hop américain Beastie Boys. Mais Vernestra est interpellé par le padawan Mog Adana, dont StarWars.com précise d'ailleurs qu'il n'est pas l'apprenti de la Mary Alan. Son nom est aussi une inspiration, mais ici de deux membres de l'équipe de The Acolyte, Kor Adana, coproducteur exécutif, et Mock McIntyre, scénariste. Avant de partir en voyage, Mog rappelle à Vernestra qu'elle est souvent malade en hyperespace. Cela peut paraître au premier abord comme une sorte de mal des transports, mais il s'agit en réalité d'une référence à la littérature de la Haute République. En effet, dans les livres qui se déroulent 100 ans avant The Acolyte, Vernestra Rwoh est une jeune chevalier Jedi de 16 ans, un record pour son âge. Durant le conflit contre les Nihil, un groupe de maraudeurs de la bordure extérieure, Vernestra se mit à développer une capacité particulière qui lui permet d'avoir des visions de la force incontrôlées lors de voyages hyperspatiaux.
Elle utilisa ce don pour combattre certains Nihil jusqu'à se rendre sur le cœur de la gravité, une station spatiale et une arme de projection de puits de gravité artificielle conçue par la scientifique Chansey Yarrow qui travaillait pour Lornadi, une des leaders des Nihil. Le cœur de la gravité était destiné à perturber l'hyperespace pour les besoins des Nihil. En abordant la station avec un groupe de Jedi, Vernestra y fit la rencontre de Marisen Teka, une vieille femme gardée en vie bien trop longtemps pour profiter de son don, lui aussi particulier. En effet, Marisen Teka avait la capacité de voir des sentiers à travers la Force, des sortes de raccourcis hyperspatiaux que les Nihil ont alors exploités pour surprendre et surpasser les Jedi lors des différentes batailles spatiales. Mais lorsque Vernestra fut en contact avec la vieille San Tekka, cette dernière lui fit voir des flashs de sa vie jusqu'à ce qu'elle reçoive elle-même un sentier. Vernestra sentit le souvenir se graver dans son esprit, un lieu où aucun être vivant ne devrait aller et où personne n'y est allé depuis très longtemps. Cette intrigue de l'histoire de Vernestra Rwoh nous est racontée dans le roman Hors de l'ombre sorti en 2021 en anglais et aucune suite n'a encore été développée, mais la mention de l'affinité particulière de la Jedi avec l'hyperespace n'est peut-être pas si anodine que ça pour The Acolyte. Pour poursuivre sur la Jedi Miri Alan, on découvre son sabre laser sur Kofar qu'elle utilise pour découper un Umbramoth. Mais comme rien n'est simple avec Vernestra, son sabre laser est à lame violette avec un petit plus, il a la possibilité de se transformer en fouet laser. Après sa promotion comme chevalier Jedi, Vernestra fut affecté à l'avant-poste de Port Helip sous la supervision du maître Jedi et maréchal Douglas Sunveil. Sa première mission consistait à superviser Avon Staros, une inventrice en herbe que sa mère, la sénatrice Ghira Staros, a éloignée de Coruscant pour lui éviter des ennuis. Une semaine après son arrivée à Port Helip, Vernestra eut une nuit une vision de la Force qui lui montra comment redessiner son sabre laser pour le doter d'un mode fouet et elle resta éveillée jusqu'à ce qu'elle ait terminé la conception. Cependant, incertaine de l'accueil qui serait réservé à cette modification, Vernestra garda le fouet secret n'informant ni les maîtres Sunveil ni Stellangios, son ancien maître Jedi, du changement apporté à son sabre laser. Pendant plusieurs semaines, elle s'entraîna en secret avec le fouet, apprenant qu'elle devait savoir où se trouvaient les vrilles pour ne pas perdre accidentellement un membre. Vernestra finit par prendre en main et assumer son arme particulière, mais c'est une nouvelle fois une vision de la Force qui a guidé la jeune Jedi. Le fouet laser de Vernestra dans le roman de la Haute République, Une épreuve de courage, est une canonisation d'un concept assez vieux de l'univers légende, puisqu'il provient à l'origine du numéro 95 de la première série de comics Star Wars sortie en 1985. Et dans Une épreuve de courage, le maître Jedi Douglas Sunveil perdit la vie lors de l'attaque du vaisseau le Steady Wing dans le système Helip qui se cracha sur la lune de Wevo. Parmi les survivants du crash se trouvèrent Vernestra, mais aussi le padawan du Jedi mort, un certain Imri Kantaros. Après leur aventure sur Wevo, les deux jeunes Jedi se rapprochèrent et Vernestra prit officiellement Imri comme padawan alors qu'ils avaient presque le même âge. Mais Imri étant un humain, il a une espérance de vie bien plus courte que Vernestra, une Miri Alan. Ainsi, durant The Acolyte, Imri est déjà sûrement décédé, et c'est en son souvenir que Vernestra a renommé le vaisseau qu'elle utilise dans l'épisode le Kantaros. Le Kantaros est une vedette stellaire VKCE 7100X, un modèle original mais qui semble clairement être un ancêtre de la navette T6 utilisée par les Jedi avant et pendant la guerre des clones. C'est ce modèle de vaisseau que pilote toujours Ahsoka Tano à l'époque de la Nouvelle République. Nous avons aussi l'information comme quoi les entreprises qui ont construit le VKCE 7100X sont Quat et Valkyrie, cette dernière ayant aussi construit les chasseurs Jedi Vector de la Haute République. La databank de StarWars.com précise également que le Kantaros possède un hyperdrive, chose vue dans l'épisode, mais qu'il s'agit d'un modèle expérimental, les vaisseaux avec un hyperdrive étant rares à cette époque. En effet, dans l'univers canon, seule la Haute République est développée avant les films, et parmi les vaisseaux de la Haute République, peu ont un hyperdrive, où l'information n'est juste pas précisée. C'est un élément que l'on retrouve via l'autre vaisseau Jedi de l'épisode, le Polan GX-8, qui a lui un hyperdrive externe, comme les chasseurs Jedi de la prélogie, qui utilisent un anneau hyperspatial pour voyager. D'ailleurs, StarWars.com nous apprend que le vaisseau Polan GX-8 et son modèle, le Polan 717, sont nommés d'après un ami de Leslie Headland, la créatrice de la série, qui est décédée avant le début de The Acolyte. Et pour terminer, j'ai quand même envie de revenir rapidement sur l'étranger. Après que ce dernier ait mis en confiance Osha, elle lui demande d'où lui vient la vilaine cicatrice qu'il porte dans le dos. L'étranger dit qu'elle lui vient de quelqu'un qui l'a rejeté, Osha proposant son ancien maître Jedi, mais l'homme détourne la proposition pour parler du Cortosis, un élément visiblement réconfortant pour lui.
Le maître Jedi de l'étranger semble donc être un élément important de son développement et sa cicatrice pourrait très bien être faite par un fouet laser, peut-être celui de Vernestra Rwoh. Il serait donc possible que cet homme soit devenu le padawan de Vernestra après Emery Kentaros, ce qui expliquerait la réaction de la Myrialan sur Koffar, puisqu'elle y reconnaîtrait la patte de son ancien apprenti. Dans tous les cas, la présence bien plus marquée de Vernestra dans cet épisode indique bien qu'elle aura aussi son rôle à jouer dans l'histoire de The Acolyte, même si elle n'a pas participé aux événements de Brendok. En parlant de Brendok, le prochain épisode serait logiquement la suite du flashback, puisque le réalisateur de l'épisode 7 est Kogonada, celui qui a réalisé l'épisode 3 sur les sorcières de Brendok. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre critique en live disponible sur la chaîne secondaire, ainsi que la review avec Tribune et Max Rebo sur la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.